Aujourd'hui, Point Doc part en guerre contre la cigarette. Tout le monde connaît le slogan « Fumer tue » et pourtant en Suisse, c'est à l'adolescence que l'on grille sa première clope. Moi, la première cigarette, j'ai pas l'âge de 6 ans. Pourquoi la cigarette a-t-elle toujours en la cote chez les jeunes et comment éradiquer ce fléau? C'est ce que l'on va essayer de découvrir tout au long de cette émission. Nos caméras se sont promenées dans les coulisses de l'industrie du tabac. Là, il y a 3 ans, on est passé avec ces messages de santé qui vous bouffent les 4/5e du paquet. Nous sommes rendus dans un bar à Lausanne où l'on fume la chicha, très en vogue chez les jeunes. La chicha, c'est pas dangereux selon moi. Reportage également au sein d'un service médical qui se bat tous les jours contre la cigarette et le tabagisme passif. Au moment où il faut arrêter, où ils prennent la décision d'arrêter, c'est pas si facile que ça. Ils se rendent compte qu'il y a quand même vraiment une dépendance physique qui s'est installée. Nous aussi, nous avons décidé de lutter contre ce fléau. Pour nous accompagner dans cette lutte anti-tabac, nous avons sélectionné une équipe de choc avec Miss Suisse romande. Sans oublier bien sûr nos invités et un soupçon d'humour et de musique. Point Doc contre la cigarette, c'est tout de suite. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Point Doc avec aujourd'hui à la clé du programme la fumée, le tabac, les jeunes, tout un programme avec un constat extrêmement inquiétant. Sachez-le, le 90% des fumeurs ont débuté leur carrière avant 18 ans. C'est donc un constat qui est assez inquiétant et ce constat, eh bien, nous allons le développer en compagnie de nos différents invités. Avec tout d'abord et honneur aux dames, une doctoresse, Carole Willy. Vous êtes médecin à la Polyclinique médicale à Lausanne. Vous proposez des consultations en tabacologie. Vous effectuez également des recherches. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Bonjour. Et nous avons également le docteur Pascal Dittelm. Vous êtes le président d'Oxy Romandie. C'est une association suisse, bien sûr, qui consacre tout son temps à la lutte contre le tabagisme et le tabagisme passif, qui est aussi extrêmement important. Bienvenue à vous également. Merci. Et nous avons une reine de beauté parmi nous. Et c'est pour moi un bel honneur d'accueillir Miss Suisse romande 2007, Ivana Duvalic. Bonsoir à vous également. Bonsoir. Nous aurons aussi l'occasion un petit peu de parler avec vous puisque vous avez participé à l'un des reportages que l'on verra durant cette émission. Et bien sûr, il y a autour de moi le public qui vient de la région de Sion, qui vient de la région de B et qui va également poser des questions tout au long de cette émission. Alors, Carole Willy, j'en ai parlé en début d'émission, en introduction. 90% des fumeurs ont commencé leur carrière de fumeur avant 18 ans. C'est alarmant. Alors c'est alarmant, mais c'est des chiffres qu'on connaît déjà depuis longtemps, puisque à 13 ans, une personne sur deux a déjà fumé une cigarette, a déjà essayé de fumer. Et puis la majorité des fumeurs commencent relativement tôt, entre 14 et 15 ans. Est-ce que la tendance est un peu à la baisse ou est-ce que vraiment on se dit, mais attends, il n'y a plus rien à faire? Alors, globalement, quand on regarde les chiffres suisses, on a une légère diminution de la prévalence, ça veut dire de la proportion des personnes qui fument. Par contre, si on regarde chez les jeunes, donc 14 à 24 ans, on voit que la tendance est plutôt stable sur ces 15 dernières années. Donc, il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot et justement, ils sont extrêmement jeunes, donc moins de 18 ans. Qu'est-ce qui les pousse à fumer, ces jeunes? Alors, il y a plusieurs raisons qui font qu'on commence à fumer. La plus fréquente, c'est parce qu'on a envie de s'identifier peut-être aux personnes qu'on voit dans les publicités, peut-être à ses parents ou aux amis. On a envie de faire un petit peu la même chose, d'appartenir à un groupe. Et puis c'est vrai, souvent, on n'a pas vraiment conscience que de fumer, ça va développer une dépendance. Souvent, ce qu'on entend, c'est « je fume, mais j'arrête quand je veux ». En fait, assez rapidement, la dépendance s'installe et c'est souvent très difficile après d'arrêter de fumer. La dépendance, on va également en parler dans cette émission consacrée à la fumée, au tabac et surtout aux jeunes qui sont confrontés à ce problème en premier lieu. Pour faire genre, pour faire comme les autres, je suis dans un cercle de fumeurs, donc je fais avec ça, j'ai peut-être un petit peu l'air, un petit peu mis de côté. C'est en tous les cas les termes que l'on retrouve dans ce micro-trottoir où l'on a posé la question aux jeunes. On regarde tout de suite. En Suisse, un jeune sur 4 grille sa première clope dès l'âge de 14 ans. Une manière de s'intégrer dans la société pour ces jeunes fumeurs qui jouent quotidiennement à la roulette russe. Moi, je fume de temps en temps comme ça en fait, pour faire genre. J'ai commencé, j'ai des copains qui fumaient. Peut-être des jeunes, on fume, les autres fument. À la base, c'est parce que je voyais mes potes qui fumaient. J'ai voulu essayer un coup, puis je suis tombé dedans, quoi. Après, je me suis dit, ouais, pourquoi pas essayer. Quand on est gamin, on essaie d'être comme son père un peu. Ma belle-mère qui fumait. Donc... moi, la première cigarette, j'ai pas l'âge de 6 ans. Donc on prenait des cigarettes dans son paquet. Puis je me suis influencé un peu à mon père, quoi. C'était après un entraînement de patinage. Je suis allée avec une amie boire un verre. Et puis elle fumait, puis elle m'a fait essayer. Puis j'ai recommencé à l'âge de 13 ans. Puis jusqu'à maintenant, je fais que de fumer, quoi. Disons que je fume parce que ça me fait passer le temps, en fait. En fait, quand on n'a rien à faire. Quand j'ai rien à faire, voilà, je m'allume une cigarette.
c'est pas un besoin. C'est devenu comme un espèce de tic de faire ce geste, quoi. C'est vrai, le geste. En fait, après, on m'a dit, essaie une fois quand t'es énervé. C'est peut-être pas pour se démarquer parce que tout le monde fume. Puis après, j'ai essayé et puis j'ai vu que ça me calmait, quoi. Quand on va boire quelque chose, quand on va boire un verre, ça occupe entre guillemets. Comme ça, avec un verre, une cigarette, je sais pas. Juste ce qui nous vient à la tête, c'est que de prendre une cigarette et puis l'allumer, comme ça on est occupé, on fume, quoi. Je crois que du public, nous avons une question. Est-ce qu'il y a un âge idéal pour commencer à fumer avec moins de risques? Malheureusement, il n'y a pas d'âge idéal pour commencer. Ce qu'on sait en fait, c'est que plus on commence tôt de fumer, plus on a des risques d'être dépendant. Donc ça a été prouvé maintenant. Donc un message, c'est peut-être de commencer le plus tard possible, voire ne pas commencer. Les cigarettiers ont bien sûr de tout temps eu leur mot à dire. On va leur laisser aussi forcément la parole. Je vous propose de regarder ce reportage. Je suis Benoît Rossignol, je suis le fondateur des cigarettes. Donc c'est une toute petite marque que j'ai lancée en Suisse il y a maintenant à peu près 4 ans. On a lancé un produit au départ, donc c'est ce produit-là, qui est un produit dans lequel on n'a pas rajouté d'adjuvants, de ces fameux additifs. Additifs qui ont généralement tendance à adoucir le goût du produit et le rendre plus acceptable pour une certaine frange de la population, qui est le jeune fumeur. On avait un produit plus brut, qui n'était pas destiné à une population de jeunes. De plus, on a été toujours positionné dans le haut du marché, c'est-à-dire dans les cigarettes les plus chères que vous puissiez trouver dans les kiosques. Généralement, le jeune va plutôt s'orienter vers un produit moins cher. Oui, c'est un produit qui est dangereux, qui apporte un certain plaisir aux fumeurs qui ont décidé de fumer et qui demande d'avoir une certaine responsabilité, et je pense que c'est là le plus important, de la part du producteur au moment où il va vendre son produit. C'est vrai qu'il ne faut pas se leurrer, ça fait un peu funky, on est jeune, on sort, on a une image un peu moins poussiéreuse que certains cigarettiers. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Malheureusement, voilà, on est une marque un peu plus jeune dans l'esprit, mais avec une communication, je pense, beaucoup plus smart, intelligente et moins basique que ce qu'on a l'occasion de voir dans la presse aujourd'hui. C'est quelque chose de très contradictoire et je pense que tous les États dans le monde se posent la même question. À la fois, on fait passer des mesures ultra strictes à certains niveaux, l'interdiction de fumer dans les lieux publics, l'interdiction de partout, et en même temps, on tolère la vente d'un produit qui, par rapport aux mesures qui sont prises, qui sont super coercitives, j'allais dire, la seule mesure à prendre, c'est d'interdire la cigarette et de la rendre illégale. Et aujourd'hui, on fait des demi-mesures. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va changer le packaging. Alors, vous voyez, là, il y a 3 ans, on est passé avec ces messages de santé qui vous bouffent les 4/5e du paquet, qu'aujourd'hui, plus personne ne voit. En Angleterre, je viens d'entendre qu'aujourd'hui, les kiosques n'auront même plus le droit de présenter les cigarettes. Elles devront être cachées derrière un rideau. Vous voyez, donc on n'aura même plus. Donc pour une industrie normale, entre guillemets, qui doit vendre des produits, ça veut dire plus de communication, plus de différenciation, des contraintes toujours plus importantes, et puis l'État qui continue de prendre. En Suisse, j'allais dire pas plus qu'ailleurs en Europe, puisque les taux commencent à se niveler en Europe, mais en Suisse, en effet, sur un paquet qu'on vend aujourd'hui à 6,30 francs, on paye 4,20 francs de taxes. Donc, vous voyez, donc c'est une manne très importante. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais on s'approche des 2 milliards de francs de revenus liés aux taxes de l'impôt sur la cigarette. Pour simplifier, on a à peu près un budget de 50 000 francs par an et c'est là-dessus qu'on développe notre communication. Donc oui, on a un budget com, maintenant à voir. Vous savez, notre communication, si aujourd'hui on arrive à vendre 40 000 paquets par mois, ce n'est pas qu'à cause de notre communication, c'est surtout le bouche à oreille qui s'est fait. Après ce reportage consacré à ces cigarettiers, nous allons nous intéresser d'un peu plus près au montant investi par l'industrie du tabac. Carole Willy, 120 millions de francs. Qu'est-ce que vous en feriez, vous qui faites de la recherche? Alors, je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à faire. Il y a déjà pas mal de choses qui sont en train d'être faites, mais je pense notamment à l'aide aux fumeurs pour arrêter de fumer, puisque c'est bien d'interdire, c'est bien de mettre des mesures pour diminuer le nombre de fumeurs, mais c'est pas facile d'arrêter de fumer. Donc, je pense que là, il y aurait moyen justement de développer la recherche pour trouver des aides, que ce soit médicamenteuses ou non médicamenteuses. On parle du vaccin, donc il y a beaucoup de choses à faire de ce côté-là. Est-ce que c'est considéré comme maladie? Alors, disons, la dépendance à la nicotine, donc le fait de fumer, est considéré comme quelque chose de chronique, une dépendance chronique.
Donc c'est vrai qu'au milieu hospitalier, typiquement quelqu'un qui fait un infarctus, donc a une attaque cardiaque, il ne va pas seulement falloir traiter son hypertension, traiter son problème de cholestérol, mais si elle fume, c'est clair qu'il va falloir aussi l'aider à soigner, si on peut, je pense qu'on peut parler de soigner ou traiter ce problème de dépendance à la cigarette. D'accord. Pascal Dittelme, 120 millions de francs, je pense que ça vous titille aussi l'esprit. Qu'est-ce que l'on pourrait faire d'autre, de plus intelligent peut-être, avec ces 120 millions de francs? Est-ce qu'on a des chances de contrer des campagnes publicitaires des industries du tabac? Je pense qu'il faut le faire, mais je compare deux chiffres. Il y a la prévention. Il y a un fonds fédéral pour la prévention. Il est alimenté avec 18 millions de francs suisses. Donc, on met 18 millions pour lutter contre un fléau qui tue quand même 8 à 9 000 personnes par année en Suisse. Et d'un autre côté, une industrie dépense 120 millions pour promouvoir ce fléau. C'est une sorte de contradiction. Bon, il faut dire aussi que ça rapporte 2 milliards pour l'AVS. Mais ça, c'est qu'une partie de l'iceberg. Le coût social du tabagisme en Suisse, chaque année, c'est 10 milliards de francs suisses. Alors, l'industrie dépense 120 millions pour faire la promotion d'un produit qui coûte 10 milliards à la société. Voilà les vrais chiffres. Existe-t-il une cigarette inoffensive pour la santé ? Alors à ma connaissance, il n'existe pas de cigarettes non nocives pour la santé. Il y a toutes sortes d'essais qui sont effectués, notamment des cigarettes sans nicotine, alors qui ont tout ce qui est mauvais mais pas la nicotine, donc les gens ne deviennent pas dépendants, donc ça ne marche pas du tout. Et puis par contre, il y a des substituts, donc on donne de la nicotine pour aider les gens à arrêter de fumer, on en parlera peut-être plus tard, qui ne contiennent que de la nicotine et pas d'autres substances nocives, mais bien sûr qui ne sont pas comme des cigarettes. Donc on essaie de s'approcher de l'effet de la cigarette sans les méfaits, mais ce n'est pas la même rapidité d'action qu'une cigarette. Est-ce que la cigarette a des avantages ? Alors pour le fumeur, c'est clair qu'il y a beaucoup d'avantages, et puis c'est des choses qui sont réelles. Hein. Je pense que tout le monde a vécu, enfin tous les fumeurs ont vécu des situations stressantes. Fumer une cigarette, ça détend. On a l'impression que ça détend, mais finalement ça comble un manque. Donc c'est vrai qu'une fois qu'on a commencé à fumer, on peut trouver des avantages justement sociaux aussi, de rencontres. Mais c'est vrai que la cigarette finalement, c'est quelque chose qui n'a aucun avantage. On n'a pas besoin de la cigarette pour vivre. Au contraire, c'est un produit qui tue une personne sur deux qui la consomme. Donc c'est quelque chose, je crois qu'il y a peu de choses qui sont au commerce libre, qui sont aussi toxiques. Et peut-être le seul avantage, il est pour les personnes qui les vendent. C'est de l'assassinat programmé. On aura peut-être l'occasion de parler avec Pascal Dittelme. 50% des consommateurs décèdent du fait d'avoir fumé. Vous voyez sur les écrans, nous avons différentes affirmations ou différentes phrases. Aujourd'hui, les fumeurs fument car soit ils ne sont pas au courant des risques graves pour leur santé, B, ils manquent de volonté et C, ils ressentent de nombreux avantages à fumer. Qui du public donnerait comme réponse la réponse A? Levez la main. Sans gêne, d'accord. La réponse B, ils manquent de volonté. Et la réponse C, ils ressentent de nombreux avantages à fumer. D'accord, donc quand même quelques-uns. Alors, je peux vous dire, je vous avoue d'ailleurs que je n'ai pas franchement la solution à cette question, mais nous avons ici le créateur d'un jeu qui s'appelle le Pic Clop. Et il s'agit de Yasser Kazal. Bonsoir, monsieur Kazal. C'est vous qui avez inventé ce jeu, Pic Clop. Vous êtes également psychiatre à l'hôpital universitaire de Genève. Donc vous rencontrez passablement de situations où vous êtes confronté à des fumeurs. Alors, premièrement, à qui s'adresse ce jeu? Et je dirais même un petit peu en amont, quelle est la réponse exacte, s'il peut y en avoir une? Aujourd'hui, on peut dire que les fumeurs sont globalement au courant des risques graves pour la santé. Il y a 10 ou 20 ans, c'était peut-être moins le cas, mais aujourd'hui, oui. Ça dépasse la question d'un problème de volonté, c'est plutôt que le comportement de fumer qu'ils ont initié, ils vont le maintenir ou être amenés à le maintenir parce que, en raison de leur dépendance, mais en raison aussi de tous les éléments de la vie quotidienne où ils vont fumer une clope et puis ressentir un plaisir ou un soulagement ou une détente, vont renforcer le fait de fumer et faire qu'ils vont continuer à fumer et que même si après il y a des moments où ils se disent « Ah, peut-être faudrait que j'arrête ou pas », ils vont avoir encore du mal ou hésiter parce qu'il y a certains moments où ils sentent des choses
peut-être agréables ou des levées de choses désagréables. Vous leur donnez en fait une possibilité ludique avec ce jeu de faire quoi finalement? Est-ce que grâce à ce jeu, on peut dire, OK, tu finis la tournée du jeu de cartes et tu arrêtes de fumer? Je dirais, ce jeu s'adresse à tous les fumeurs, sans distinction d'âge, qu'ils aient ou pas envie d'arrêter de fumer, mais du moment qu'ils sont prêts à jouer à un jeu de société sur le tabac. Et puis, l'idée, c'est par le jeu, les amener à recevoir des informations sur le tabac, sur pourquoi on fume, pourquoi pas, et peut-être à modifier leurs attitudes, leurs croyances vis-à-vis du tabagisme, du fait de fumer, et chez certains, à les amener à se décider pour arrêter de fumer. Très bien. C'est en tout cas le succès que vous escomptez avec ce jeu-là. Il y aura encore différentes questions qui seront posées tout au cours de cette émission. Mais si vous-même, vous avez décidé, en nous regardant, de tester ce jeu, allez, en ligne, pourquoi pas, faites-le. Vous pouvez vous annoncer par mail à l'adresse suivante, PICK, donc pic-club, écrit KLOP, @hotmail.com. C'est l'adresse qu'il vous faut composer pour essayer de jouer à ce jeu-là. Quand je vois cette cigarette, je me dis, mais comment j'ai fait pour me passer d'un bonheur comme ça pendant autant d'années, d'un plaisir comme ça? Je suis tellement content, ça y est, j'ai réussi à commencer. La stratégie à mettre en place, ou quelle est la stratégie mise en place pour que l'on gagne de nouveaux consommateurs? Pascal Dittelm, vous êtes le spécialiste du tabagisme. Vous avez notamment été un acteur clé dans l'affaire Rylander. C'était un chercheur qui travaillait à l'Université de Genève, qui était également employé par un grand cigarettier. Et ce professeur était sous contrat avec ce grand cigarettier. Et en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait des recherches qui minimisaient ou qui niaient même les effets néfastes du tabac, donc de la consommation de cigarettes. D'ailleurs, il a été condamné pour cela. Je ne sais pas si on doit vous dire merci à l'équipe de recherche qui était par là autour. Mais est-ce que c'est là une stratégie qui est fréquente dans ce monde des cigarettiers pour gagner des consommateurs? Oui, les stratégies des cigarettiers, elles sont multiples. Ils utilisent tous les moyens à leur disposition. Alors, naturellement, soudoyer des professeurs d'université pour qu'ils produisent des résultats faussés, mais qui vont préserver, protéger les intérêts économiques de l'industrie, ils sont prêts à le faire. Ils l'ont fait à nombreuses reprises. L'affaire Rylander est un cas parmi d'autres. Mais j'aimerais revenir sur un mensonge qui est constamment et couramment perpétré par l'industrie du tabac. Elle dit: nous ne voulons pas que les jeunes fument. Nous vendons un produit à des adultes majeurs et qui choisissent librement. Bon, c'est ce qu'ils disent. Ils savent pertinemment que la plupart des jeunes, vous l'avez cité, 90%, commencent avant 18 ans. Et c'est une chose, c'est que si les jeunes commencent avant 18 ans, ça veut dire que le marché se crée avant 18 ans. Et ils sont tous sur ce marché, c'est leur gagne-pain. C'est ce qui alimente leur tiroir-caisse. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont pas laisser à la concurrence. Ils sont obligés d'être présents sur le marché des jeunes. Et même, il faut aller chercher les jeunes avant que le concurrent le prenne. C'est-à-dire qu'on va le chercher encore plus jeune que le concurrent. Si un concurrent cible des 14 ans, nous on va cibler des 12-13 ans. Donc il y a même une surenchère pour que les jeunes commencent de plus en plus jeunes. C'est inévitable. Voyez. Donc ça, c'est accompagné d'un gros mensonge en disant nous ne voulons pas que les jeunes fument, mais ils savent très bien que pour leur survie, c'est indispensable que les jeunes fument. Pourquoi? Parce que chaque année, cette industrie perd une grande partie de ses consommateurs qui meurent à cause de leurs produits. Il faut les remplacer, ces consommateurs. Il y a aussi ceux qui arrêtent, heureusement. Il faut les remplacer. Et donc, où aller les remplacer? Eh bien, on va puiser chez les jeunes. Il faut dire que c'est un produit qui est facile à fabriquer. Les usines, c'est des usines presse-boutons. On produit des milliards de cigarettes. Et puis, ça fait des profits énormes. Vous avez parlé des 12-13 ans qui peuvent être un public cible. Miss Suisse Romande 2007, fumait-elle à 12-13 ans? Alors à 12-13 ans, non, mais j'ai commencé à fumer vers les 15-16 ans. Et c'était aussi pour faire un genre, comme on dit.
Et ensuite, vers les 18 ans, j'ai arrêté. Alors maintenant, vous courez les événements mondains, vous êtes entouré de beaucoup de gens, vous faites partie certainement, comme nombre d'entre nous, des fumeuses passives. Comment est-ce que vous vivez ça dans le quotidien? Bon, c'est sûr que pour les non-fumeurs, être à côté d'une personne qui fume, on reçoit la fumée, les habits sentent, donc c'est désagréable. Mais bon, on est toujours dans la société entouré par des fumeurs, donc on vit avec. Mais c'est vrai qu'il y a un réel problème aujourd'hui de la fumée passive parce qu'on en paye les conséquences aussi. Et la fumée passive est autant nocive que la fumée... La fumée active. La fumée active, exactement. D'accord. Nous avons encore une question du public. Oui, je voulais demander si on pourrait interdire la fumée dans les films. Donc le comédien que l'on voit dans le film cesse de tirer sur sa cigarette. Alors c'est ce qu'a fait Disney aujourd'hui. Vous savez, Disney a interdit dans tous les films qu'il produit de voir quelqu'un, de montrer ou de filmer quelqu'un fumant une cigarette. Je ne sais pas, honnêtement, est-ce que vous ne pensez pas que là on arrive dans une bêtise immonde? La réalité, elle est quoi? La réalité aujourd'hui, elle est qu'il y a entre 20 et 30% de fumeurs. Si vous commencez à faire des films où vous ne mettez pas de fumeurs, est-ce que vous filmez la réalité? Vous filmez quoi? Vous filmez un monde idéal? Vous filmez le monde de Mary Poppins? Maintenant, le cinéma d'Hollywood, le cinéma français, va bien au-delà de la représentation réaliste du tabagisme. Elle fait de la promotion de ce tabagisme, mais une promotion à outrance. Dans les films aujourd'hui, on fume 2 fois plus que dans les films des années 50. Alors que dans la société, on fume 2 fois moins en réalité. Donc il y a une contradiction et on suppose que derrière tout ça, de nouveau, qui c'est qu'il y a? Il y a l'industrie du tabac et qu'une partie de ces 120 millions, on les retrouve quelque part, mais par des circuits très compliqués, dans des poches de gens qui ont intérêt à ce qu'on filme. On fume dans les films. D'accord. Et ce jour-là, j'ai compris, je me suis dit, c'est ça qui est génial quand tu es en fumeur, c'est que soit tu fumes pas. Chose que tu peux pas faire en non-fumeur où tu peux que pas fumer. La vérité est vraie, effectivement, avec Gad qui a aussi son avis sur le sujet. Un sujet de prédilection, Pascal Dittelm, pour vous, puisque vous êtes le président d'Oxy Romandie, cette association qui lutte contre le tabagisme passif. Est-ce que la fumée passive, donc on entre dans un restaurant, on ne fume pas, mais on est en compagnie de fumeurs, est-elle aussi nocive que la fumée active? Alors la fumée elle-même, elle n'est pas non seulement aussi nocive, elle est plus nocive, elle est 4 fois plus nocive, la fumée passive que la fumée active. Donc si je vous comprends bien, si quelqu'un s'assied dans un restaurant entouré de fumeurs et qui ne fume pas lui-même, il est encore plus atteint dans sa santé. Il est atteint dans sa santé parce qu'il respire une fumée qui est 4 fois plus toxique que la fumée active. Mais il en respire un peu moins, il faut dire une chose. Mais la fumée elle-même est très toxique. Et puis on s'aperçoit maintenant que ça peut être toxique dans une durée très courte. Une exposition de 30 minutes suffit déjà à modifier le sang, à produire des phénomènes qui peuvent, chez certains sujets sensibles, déboucher chez les problèmes cardiaques. Et on a vu en France, 1er janvier 2008, interdiction totale de fumer dans les cafés, restaurants, etc. Il y a un registre des admissions en urgence pour problèmes cardiovasculaires. Ça a chuté de 15% depuis le 1er janvier. 15%. N'importe quelle personne, professeur, chercheur, qui arriverait à faire diminuer le nombre de problèmes cardiovasculaires de 5% recevrait instantanément le prix Nobel. Là, par une mesure qui ne coûte rien, on a fait baisser par 15%. Qui, il y a 10 ans, aurait imaginé qu'on puisse interdire de fumer dans les lieux publics? On aurait regardé les États-Unis, on les aurait montré du doigt, on a dit mais ce qui arrive là-bas, jamais ça viendra chez nous. Alors certains peuvent s'en réjouir en disant voilà, mesures de santé publique, c'est bien pour tout le monde, sauf que malheureusement, ces mesures ont été prises sans débat et avec un espèce de matraquage médiatique contre la cigarette, qui, si vous écoutez aussi la parole d'autres experts, il y en a un paquet, chez Fred on les a recensés sur le net, vous avez différents professeurs de médecine, qui trouvent aussi que cette mesure, par rapport au réel danger de la fumée passive, on arrive peut-être à tuer une partie, vous voyez, de l'aspect sociologique et culturel d'un pays, alors qu'il y a peut-être d'autres manières de voir les choses, quoi. Voilà.
Carole Villy, je ne sais pas si vous recevrez une fois le prix Nobel, je vous le souhaite. Vous avez des gens qui viennent chez vous en consultation. C'est quoi? C'est des gens qui viennent à titre préventif, qui ne sont pas du tout atteintes, ou bien pas du tout dans un cercle de fumeurs. C'est qui comme gens qui viennent? Alors, la majorité quand même des personnes qui viennent consulter chez nous à la polyclinique, c'est des fumeurs actifs, souvent qui ont déjà fait plusieurs tentatives d'arrêt parce que comme le tabagisme est considéré comme une maladie chronique, l'arrêt souvent prend du temps, donc il faut parfois plusieurs tentatives, on dit en moyenne 5 à 7 tentatives. Il y en a qui arrivent du premier coup, bien sûr, il y en a d'autres pour qui ça prend un peu plus de temps. Donc c'est souvent des personnes fumeuses qui ont déjà essayé d'arrêter de fumer, puis qui sentent que c'est difficile seul et qui viennent en nous demandant une aide. Et là, en fait, on entre en jeu avec un soutien, on coach, si on veut, les personnes pour les aider à tenir et puis leur donner, si besoin, justement, une aide, que ce soit des substituts nicotiniques, que ce soit d'autres médicaments qui aident à arrêter, puis qui doublent les chances d'arrêt. Très bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Une émission que nous allons clore en musique. Mais avant cela, j'aimerais vous signaler que vous pouvez faire vos remarques, donner votre avis, vos commentaires sur cette émission en tapant www.tinergie.ch. Et justement, nous nous quittons en musique. Et je pense qu'il y aura également là derrière un clin d'œil à la cigarette avec Luca Paco. Un petit peu difficile à préciser qui est ce personnage. Moi, je le définirais comme un musico-étudiant prof qui a également son mot à dire sous la fumée. Ce fut un plaisir de partager ces quelques instants avec vous. À bientôt. Personne ne pourrait conseiller à ses enfants de fumer. Personne, même s'il pouvait revenir en arrière, se mettrait à fumer. Parce qu'au fond, ça fait pas du bien. C'est un peu con, mais ça sert à rien. T'en as conscience, bravo, fallait pas fumer. Personne ne pourrait trouver de bonnes raisons pour fumer. Personne, si ce n'est 2-3 excuses pour se justifier. Ça me stimule, m'aide à digérer, à me dormir et à me réveiller. Normal, t'es accro à la fumée. Aujourd'hui, Point Doc part en guerre contre la cigarette. Tout le monde connaît le slogan « Fumer tue » et pourtant en Suisse, c'est à l'adolescence que l'on grille sa première clope. Moi, la première cigarette, j'ai pris à l'âge de 6 ans. Pourquoi la cigarette a-t-elle toujours en la cote chez les jeunes et comment éradiquer ce fléau? C'est ce que l'on va essayer de découvrir tout au long de cette émission. Nos caméras se sont promenées dans les coulisses de l'industrie du tabac. Là, il y a 3 ans, on est passé avec ces messages de santé qui vous bouffent les 4/5 du paquet. Nous sommes rendus dans un bar à Lausanne où l'on fume la chicha, très en vogue chez les jeunes. La chicha, c'est pas dangereux, selon moi. Reportage également au sein d'un service médical qui se bat tous les jours contre la cigarette et le tabagisme passif. Au moment où il faut arrêter, où ils prennent la décision d'arrêter, c'est pas si facile que ça. Ils se rendent compte qu'il y a quand même vraiment une dépendance physique qui s'est installée. Nous aussi, nous avons décidé de lutter contre ce fléau. Pour nous accompagner dans cette lutte anti-tabac, nous avons sélectionné une équipe de choc avec Miss Suisse romande. Sans oublier bien sûr nos invités et un soupçon d'humour et de musique. Point Doc contre la cigarette, c'est tout de suite. La fumée fera 1 milliard de morts durant ce siècle. Un constat totalement effrayant, vous avez bien compris, 1 milliard de morts. Bienvenue dans cette émission Point Doc qui est consacrée à la fumée, le tabac et les jeunes qui sont malheureusement confrontés à cette problématique. Nous avons des invités sur ce plateau qui vont aborder ces différents sujets. Avec tout d'abord la doctoresse Carole Villy. Vous êtes médecin à la PMU, c'est la Polyclinique médicale universitaire à Lausanne. Vous proposez des consultations en tabacologie et également des recherches. C'est Mira Gozette, vous êtes également médecin assistante à la même PMU de Lausanne. Et finalement, nous avons encore Ivana Dugalic, Miss Suisse romande 2007. Combien de fois avez-vous essayé d'arrêter de fumer en vous disant « c'est la dernière que je sors de mon paquet » Eh bien, ça n'a toujours pas réussi. Nous parlons là de dépendance, une dépendance qui peut être considérée comme une maladie. C'est un sujet que nous aurons l'occasion de développer dans cette émission. Mais alors, me direz-vous, comment faire pour arrêter tout de suite de fumer? Peut-être que nous aurons quelques conseils en fin d'émission grâce à nos invités.
Le public, vous le savez, a également la possibilité de poser des questions. Un public est venu nombreux nous rejoindre. Ils viennent soit de Sion, soit de Baie. Et je pense d'ailleurs que nous avons une première question qui émane du public. Si on est souvent en fumée passive, est-ce qu'on a plus de chances de commencer à fumer que les autres? Le fait d'être exposé à de la fumée passive peut effectivement faire qu'on commence de fumer, on l'a dit dans l'émission précédente, parce qu'on s'identifie aux personnes qui sont autour de nous, on a envie de faire la même chose. Mais c'est vrai que ce n'est pas l'élément déclencheur. Ce n'est pas le détonateur. Le détonateur. En fait. Par contre, pour une personne qui a arrêté de fumer, un ancien fumeur, on a plusieurs cas en fait, de personnes qui, lors d'une soirée très enfumée, ont été exposées, ont fumé passivement des cigarettes. Ça peut déclencher un manque de nouveau et on peut retomber dans le tabagisme pour un ancien fumeur. Mais quand je pense à toutes ces années où j'ai pas fumé, je me sens nul. Toutes ces minutes perdues, ces heures perdues à rien faire, avec rien dans les mains, rien dans la bouche, comme ça. Mais pour être honnête avec vous, j'ai commencé à fumer, je devais avoir 22-23 ans. Si mon fils à 13 ans commence à fumer, je ne vais pas être super d'accord. Voilà. Madame Gauzette, à partir de quel moment peut-on parler de dépendance? Alors on peut clairement parler de dépendance à partir du moment où on présente certains signes. Lorsque le fumeur fume sa première cigarette tôt après le réveil, dans la première heure, voire dans les premières 5 minutes, lorsqu'il a de la difficulté à ne pas fumer pendant quelques heures, que ça lui manque, qu'il devient nerveux quand il ne peut pas fumer, ou encore quand il fume plus que prévu. D'accord. Alors moi, je propose maintenant qu'on fasse un petit test, parce que je vois que vous avez disposé sur vos tables un petit appareil. Racontez-moi, c'est quoi? C'est un test de dépendance? Alors, ce n'est pas tout à fait un test de dépendance. Ça, c'est un test du monoxyde de carbone qui permet de mesurer directement la toxicité des cigarettes. Le fameux CO. Le fameux CO, c'est un gaz qu'on inhale en fumant des cigarettes et qui se met dans le sang à la place de l'oxygène. D'accord. Alors moi, je propose que l'on fasse ce petit test sur une personne non fumeuse. Est-ce que, Ivana, vous seriez prête à tenter l'aventure de ce petit test? Alors, je vous laisse me rejoindre. Et puis, je demanderai à Simère Gauzette également de nous rejoindre et puis d'expliquer à Ivana comment fonctionne ce petit appareil. Alors, vous devez prendre une respiration, la garder pendant quelques secondes et ensuite souffler assez fort dans le petit tuyau. On y va? D'accord. Alors, on a entendu un petit bruit sympathique, un petit pouet-pouet. Je ne savais pas que Ivana jouait de la trompette, mais... Alors, on va attendre une petite seconde que le résultat se stabilise. C'est des résultats, on peut vraiment s'y fier, Alors, on va en avoir fait. un nombre de ppm, particules par million, qui correspondent directement au taux de monoxyde de carbone que vous avez. Ici, Ivana a une particule par million, ce qui est un taux extrêmement faible et qui correspond tout à fait à une non-fumeuse. Ça me rassure. Alors, applaudissements pour Ivana, notre Miss Suisse Romande 2007. Merci beaucoup pour ce petit test. Alors, bien sûr, on ne peut pas manquer de faire également un test du côté d'un fumeur, ou je ne sais pas, peut-être qu'il est fumeur ou non, avec Luca Paco. On se prête au jeu? Carole Villy, vous nous rejoignez aussi avec cet appareil. On sait maintenant comment ça fonctionne. Retenir sa respiration pendant quoi? Une quinzaine de secondes? Une quinzaine de secondes et ensuite souffler tout ce que l'on peut. Alors, 15 secondes c'est long, donc on ne part pas avant. Il essaye de tricher d'emblée de jeu, comme ça d'entrée de jeu. Donc quand je dis top, on y va. Je dois aspirer à fond d'abord. Ouais, inspire à fond. Voilà, donc là on voit en fait que le taux de monoxyde de carbone augmente. On est déjà à 7. Ouais, j'ai déjà gagné. Alors c'est pas celui qui est le plus haut qui a gagné, je vous rassure tout de suite. 10, donc quand on commence à être dans la zone orange, ça bip. On entend que ça bip. Donc là vous êtes en zone orange avec 10, 13, 14. Donc on peut clairement dire que nous avons affaire à un fumeur. Je pense que le résultat est probant. Je pense qu'on peut rejoindre sa place et tout de même applaudir Luca qui sait ce qu'il aura à faire dorénavant. Arrêtez de fumer rapidement. Alors le tabac, ce n'est pas seulement la cigarette, non, il y a également des dérivés qui se vendent sur le marché, des dérivés qui sont assez prisés des jeunes. C'est la mode à la chicha, une pratique de la fumette qui est devenue le passe-temps préféré justement de certains jeunes. Mais attention, c'est un jeu qui n'est pas aussi inoffensif comme vous allez le constater dans ce reportage. Depuis quelques années, de nouvelles formes de consommation du tabac ont vu le jour, comme ici dans ce bar de Lausanne où l'on propose au menu la chicha. C'est un peu comme prendre le thé entre amis.
J'aime bien l'ambiance comme ça. C'est très convivial, c'est un bon moment entre copains et c'est agréable. On partage, on fait tourner. La chicha, c'est plus un plaisir. Tout le monde fume à son tour. La chicha, c'est un goût qu'on peut choisir. C'est vraiment très occasionnel, quoi. La recette est simple, 25% de tabac auquel vous ajoutez de la mélasse et un arôme de fruits. Et c'est ce goût de pomme ou de fraise qui trompe les jeunes fumeurs et qui leur paraît anodin, pensant que cette agréable sensation ne peut être toxique. On connaît moins les risques de la chicha. La chicha, c'est pas dangereux selon moi. Je pense qu'il doit y avoir des risques quand même, puisque c'est du tabac, à mon avis, ouais. Et puis, c'est pas comme si j'en fumais tous les jours. Hein. Moi ici, c'est parce que je suis jeune, j'en profite. J'essaye un peu ce qu'il y a. Ici, je sais que je peux arrêter quand j'ai envie d'arrêter, donc je me dis qu'un petit peu, c'est pas trop grave, quoi. Et pourtant, cette fumée est bien plus dangereuse que la cigarette. La fumée est froide, donc l'inhalation peut être plus profonde, plus intense. Et il y a moins de nicotine à la fois que dans une fumée de cigarette, par exemple. Donc, l'exposition à toutes les substances cancérigènes, toxiques, le monoxyde de carbone, les goudrons, est beaucoup plus grande que lorsqu'on fume une cigarette. Une trentaine de bouffées de chicha inhalées sur une moyenne de 1 heure équivaut à 2 paquets de cigarettes. Une soirée qui n'est malheureusement pas terminée pour les poumons. Après 2 heures passées dans ce bar, ces jeunes poursuivront leur soirée en boîte de nuit. En boîte, en nightclub, on commence à boire un petit verre, qu'on fume tous une petite cigarette. Alors des fois, c'est juste de temps en temps quand je suis énervée ou quand je vais en soirée. Ça m'arrive de ne pas fumer pendant une semaine. Et le week-end, quand je sors entre amis, là, je fume un petit peu. On fait les comptes, 2 heures de chicha plus une dizaine de cigarettes fumées en boîte. Un cocktail qui pourrait à la longue devenir très dangereux pour la santé. Sémira Gonzette, effectivement, ça peut devenir extrêmement dangereux et ces jeunes n'ont pas l'air de se rendre compte. Semble-t-il même qu'il y a des familles qui se réunissent avec leurs enfants puis ils se disent « Allez, ce soir, on se fait une petite soirée chicha ». Il faut tirer la sonnette d'alarme. Oui, c'est extrêmement inquiétant. Hein. On sait qu'une séance de chicha ou de pipao, qui est la même chose, correspond à environ 100 voire 200 cigarettes fumées. Ceci parce que, contrairement à la croyance populaire, l'eau ne retient pas toutes les substances de la cigarette, hein, toutes les substances toxiques passent quand même. Elle retient néanmoins un petit peu la nicotine et ça a un effet tout à fait pervers parce qu'on absorbe beaucoup moins de nicotine et on peut continuer de fumer jusqu'à avoir sa dose qui va compenser l'envie qu'on avait de nicotine. Donc exclu d'avoir bonne conscience en se disant « Non, je ne fume pas des cigarettes, je me fais qu'une petite chicha une fois par semaine ». Totalement exclu. D'accord. Est-ce que c'est vrai que quand on fume un paquet de cigarettes, on perd 3h40 de vie ? La fumée tue un de ses consommateurs sur 2 et puis l'espérance de vie est diminuée. On estime que pour un fumeur, son espérance de vie va être diminuée de 7 à 10 ans. Donc c'est pas rien. Et puis l'autre chose, c'est que même si on ne décède pas directement des conséquences de son tabagisme, on peut avoir toutes sortes de maladies, des bronchites chroniques, des problèmes cardiaques qui vont rendre des personnes plutôt invalides mais sans les tuer. Sur nos différents écrans, nous avons quelques questions qui se posent. Par exemple, celle-ci. Pourquoi les fumeurs se sentent mieux après une cigarette? Pic Clop, un jeu de cartes qui a été créé par Yasser Kazal, qui est également psychiatre. Yasser Kazal, pourquoi avoir fait en fait de ce jeu un jeu à titre préventif? Est-ce que vous avez ressenti vous-même le besoin? Est-ce que vous étiez dans une phase où vous avez fumé vous-même, vous vous êtes dit maintenant il faut que je joue aux cartes pour que j'aille mieux? J'ai fumé il y a longtemps, maintenant ça fait un moment, mais je l'ai surtout fait parce que les fumeurs aujourd'hui voient sur les paquets de cigarettes de manière très claire les dangers. J'avais envie de donner par le biais d'un jeu d'autres types de messages aux fumeurs, autre chose que le message c'est dangereux pour la santé, mais des messages autour de pourquoi on fume, à quoi sert telle ou telle cigarette, quel est le processus qui fait qu'on va arrêter de fumer ou pas, pourquoi c'est si difficile ou plus difficile que ce qu'on pense d'arrêter, comment le faire et avec quels moyens, et de faire ça de manière ludique autour d'un jeu de société, qu'ils aient ou pas envie d'arrêter au moment où ils jouent, mais qu'ils soient prêts à jouer. Un jeu que vous pouvez vous-même tester. Pour ce faire, vous vous annoncez par mail avec l'adresse suivante pic@hotmail.com. Existe-t-il des circonstances spécifiques qui font qu'un jeune veuille absolument commencer ou recommencer à fumer?
probablement que les premières raisons qui font qu'on recommence à fumer, ça arrive les premiers jours à cause du manque physique. Une fois qu'on a la dépendance, ça veut dire que quand on arrête de fumer, il se manifeste des choses dans notre corps qui font qu'il faut qu'on prenne une cigarette. Ça, c'est, je pense, la première raison. Les autres possibilités, parce que ça fait un petit peu plus longtemps qu'on a arrêté de fumer, on se dit c'est bon, j'ai réussi à maîtriser ma dépendance, je peux me permettre maintenant de prendre une cigarette de temps en temps pour le plaisir. Mais malheureusement... c'est la cigarette de trop finalement. C'est la cigarette de trop. Quand on a été fumeur régulier un jour, on peut presque dire qu'on est fumeur régulier pour toujours. Donc on ne peut pas fumer une fois une cigarette. La seule mesure de santé publique à faire, c'est d'arrêter de fumer. C'est pas d'essayer de prendre un patch et puis de fumer une cigarette de moins. Ce qui compte, c'est la durée pendant laquelle vous avez fumé. Si vous fumez 4 paquets par jour et si vous avez fumé de 18 à 25 ans, vous aurez beaucoup moins de chances d'avoir un cancer ou de tomber malade que si vous avez fumé 5 cigarettes par jour pendant 40 ans. Donc voilà, donc il faut qu'à un moment, la personne se dise si j'ai vraiment envie d'arrêter d'arrêter, il faut arrêter. Pour aider les fumeurs à écraser leur dernière cigarette, la PMU de Lausanne a mis en place un service d'accompagnement. C'est dans ce centre de tabacologie que le docteur Willy reçoit chaque jour des accros. Alors ici, en fait, on fait des consultations ambulatoires, donc c'est des personnes qui ne sont pas hospitalisées qui vont venir nous voir. Et puis, notre rôle, ça va être de conseiller le patient, la personne fumeuse qui veut arrêter de fumer. À 20 ans, Ariel fume régulièrement depuis plusieurs années. Aujourd'hui, elle a décidé de tourner la page. Vous avez déjà fait des tentatives d'arrêt par le passé? Ouais, mais ça n'a jamais été très fructueux, quoi. J'ai tenu, 5 heures. Non, quand même pas. C'était peut-être une journée comme ça, une journée. Et puis... Quand un jeune fumeur se rend dans ce service, il vient chercher un soutien pour l'aider à arrêter. Ils ne se sentent pas directement touchés ou directement menacés par les risques liés à la santé. C'est pas quelque chose qui les motive fortement. Ils seront plus motivés à arrêter de fumer. Durant cet entretien, quelques tests sont pratiqués sur le patient. En fait, on mesure la quantité de monoxyde de carbone, donc le CO, qui est expiré. Et qui, en fait, le monoxyde de carbone, il est toxique et puis il est augmenté chez les fumeurs. Grâce à cet appareil, on peut déceler le taux de monoxyde de carbone présent dans les poumons d'Ariel. Donc là, on voit que vous êtes à 25. Donc c'est quand même, disons, une valeur qui est assez élevée, qui montre en tout cas que vous avez fumé. Pour évacuer ce gaz toxique, il faudra compter 2 jours sans toucher à une seule cigarette. Pour la plupart de ces jeunes fumeurs, la clope est devenue une dépendance. Il est souvent très difficile de s'en séparer. Quand on commence de fumer, on se dit je ne vais pas rester dépendant, je peux arrêter quand je veux. Et puis, au moment où il faut arrêter, où ils prennent la décision d'arrêter, c'est pas si facile que ça. Ils se rendent compte qu'il y a quand même vraiment une dépendance physique qui s'est installée. Et puis, souvent, une des difficultés aussi, c'est l'entourage, comment gérer des fêtes, des soirées où beaucoup d'amis vont fumer. Il n'y a pas que les fumeurs qui sont en danger, les non-fumeurs sont eux aussi menacés. On appelle cela le tabagisme passif. Les premières victimes, les employés et les clients des bars. La plupart des travailleurs non-fumeurs dans les établissements publics, cafés, restaurants, bars, dancing, sont exposés actuellement entre 10 à 38 cigarettes par jour. Carole Willy, j'ai envie de dire, tant mieux, il ne faut que 2 jours pour être désintoxiqué, dirais-je. C'est pas mal, non? Alors c'est bien, c'est vrai que les bénéfices, il y a certains bénéfices qui reviennent, qui apparaissent assez rapidement. Donc en 2 jours, on a éliminé le monoxyde de carbone, mais ça ne veut pas dire qu'on est cool, tranquille, et ça reste quand même difficile parce qu'on est encore dépendant malgré ça. Donc il faut, pour le sevrage, en fait, le manque va durer entre 2 semaines et 4 semaines. Et puis les bénéfices vont apparaître au fur et à mesure. Assez rapidement, on va voir qu'on a un meilleur souffle, on va voir que la peau est plus belle. Les gros fumeurs vont même voir que les doigts jaunes redeviennent blancs, enfin des bénéfices très, très directs. Et puis un peu plus tard, on va voir d'autres bénéfices comme les risques diminués d'infarctus du myocarde, donc de crise cardiaque ou de bronchite. Bon, c'est Biragonzette, pour autant que la tête suive, que l'on soit prêt à faire cette démarche, se dire maintenant stop. Voilà, alors ça c'est crucial pour faire une tentative d'arrêt de la cigarette, c'est que il faut être prêt. Ce n'est pas seulement une question de volonté, c'est plutôt une question de motivation, je dirais.
La plupart des fumeurs, on sait qu'à peu près 60% des fumeurs souhaitent maintenant arrêter de fumer à différents degrés. Il y a des gens qui se disent « bon ok, je fume maintenant, je vais arrêter de fumer un jour, je ne serai pas fumeur toute ma vie ». Et des gens qui disent « ok, j'arrête demain ». Chaque fumeur peut progresser pour arriver au stade où il veut arrêter demain. Pour autant que l'entourage fasse aussi un peu avec, etc. C'est probablement plurifactoriel, l'entourage, les médias, le corps médical, des émissions comme ce que vous faites et aussi les discussions avec des gens qui ont déjà arrêté de fumer, par exemple. D'accord. Eh bien, ils ont écumé les bars de la région pour un petit peu tâter le terrain, pour voir qui sont ces jeunes qui sont là, est-ce qu'ils sont conscients des dangers de la cigarette, de la fumée. On voit ce reportage. L'Institut universitaire de santé au travail a tiré la sonnette d'alarme. Ils ont mis en place une expérience afin de démontrer les risques liés au tabagisme passif. Grâce à ce petit badge, les chercheurs pourront analyser la quantité de nicotine inhalée par le non-fumeur. Alors, le principe, c'est que le badge va respirer de manière identique à la personne. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir évaluer l'exposition par la respiration de la personne de la quantité de vapeur de nicotine qui se trouve dans l'air, des endroits enfumés. En Suisse, la prévention contre la fumée passive est plus timide que chez nos voisins français ou italiens. C'est pas facile d'arrêter de fumer, mais je crois bien qu'on a trouvé une nouvelle méthode infaillible pour vous aider à arrêter. Eh ouais. On va faire la tournée des bars, mais c'est pour la prévention. Pour cette tournée, les Miss porteront ce petit badge qui fait office de capteur de nicotine. On a un petit jeu. Je vous pose des questions. Alors la question c'est... Est-ce que vous fumez? Ouais. Non, moi je fume pas. Combien de cigarettes fumez-vous à peu près par jour ou par semaine? Une dizaine, quinzaine par jour. Qu'est-ce qui t'a incité à fumer pour ainsi dire? C'est les copains. On commence en soirée et puis après on continue quoi. Donc vous fumez en toute connaissance de cause? Ouais. Fumer assez rapidement, ça provoque des troubles de l'érection. Je pense que cette question aurait pu intéresser les hommes. Je suis serveur et la fumée, ça fait chier. Et ce qui se passe, c'est que des fois, les mecs, tellement ils fument, des fois ils fument des quinzaines de clopes devant moi. Est-ce que vous songez à arrêter? Je pense, ouais. Après l'armée. Après 3 heures d'exposition directe au tabagisme passif, quel taux de nicotine les Miss ont-elles inhalé? Nous avons les résultats des Miss et on va analyser. Alors, première constatation, nous avons détecté la nicotine en phase vapeur sur les deux badges. Et la quantité est de 0,2 microgrammes capté sur le badge. Ça correspond à quoi? Ça correspond avec les calculs de ventilation et le taux de pompage du badge à environ 0,2 mg de cigarette. Ce qui veut dire c'est une cigarette légère. Bilan de notre méthode charme, les jeunes sont plus ou moins conscients des dangers liés au tabac. Mais la volonté d'arrêter de fumer n'est que trop peu souvent au rendez-vous. Naïla, vous avez fait partie de cette aventure, on vous a vu dans le reportage. Alors, une Miss qui entre dans un bar et qui pose des questions peut-être un peu dérangeantes, comment ça s'est passé pour vous? Étonnamment, en fait, on s'attendait un petit peu à une mauvaise réaction des gens qu'on a interrogés, mais ça s'est plutôt bien passé et c'était très sympa. Les gens ont répondu, parce que notre but n'était pas du tout de juger, mais plutôt de prévenir et puis d'aller à leur rencontre et savoir ce qu'il en était pour eux. Vous étiez conscient des risques que vous preniez, vous avez quand même fumé une cigarette pendant cette soirée. J'ai malheureusement fumé contre mon gré, mais disons que c'était très intéressant, c'était une bonne expérience. Et c'était pour la bonne cause, encore une fois. Tout à fait. Miss Suisse romande, Ivana, quand on entre comme ça dans un bar, les gens, je pense, qu'ils détournent le regard, non pas seulement, ils se disent, tiens, une jolie fille qui vient nous rejoindre dans ce bar, on est à la bonne place. Et tout à coup, on pose des questions. Comment ça s'est passé pour vous? C'est vrai qu'au début, avant d'aller dans les bars, on disait, mais quelle va être la réaction des gens? Déjà, des Miss qui font de la prévention anti-tabac.
Et aussi peut-être qu'ils n'aiment pas forcément être jugés. Mais comme disait Naïla, on n'a pas jugé, c'était plus voilà, pour prévenir, pour discuter avec des jeunes ou avec des personnes plus âgées, donc des fumeurs ou des non-fumeurs. Et ça s'est vraiment très très bien passé. Je me tourne maintenant vers nos deux doctoresses. C'est décidé, grâce à cette émission, les jeunes qui nous regardent vont décider d'arrêter tout de suite de fumer. C'est peut-être pas aussi simple qu'il y paraît. Quelles sont les pistes à suivre pour y arriver, Carole Willy? Alors, c'est probablement difficile d'y arriver seul, donc une des premières choses, c'est de s'entourer, de discuter un peu autour, de voir avec les personnes qui ont déjà fait l'expérience comment ça s'est passé. Et puis une chose importante, c'est une fois qu'on se sent prêt, qu'on a un petit peu, on peut peser le pour et le contre aussi, ça c'est une bonne chose à faire, de voir finalement qu'est-ce que la cigarette apporte, quels sont les effets négatifs, anticiper un petit peu ce qui va se passer à l'arrêt. Et puis une fois qu'on a fait tout ce travail, essayer de se fixer une date d'arrêt, ça c'est important. De ne pas dire ouais je verrai, j'arrête peut-être après-demain, mais vraiment de se fixer une date d'arrêt, une date qui signifie quelque chose. Je pense qu'il faut le temps de se préparer, ça ne sert à rien de se précipiter, de le faire sous pression. Et puis après, c'est clair qu'il y a beaucoup de choses qui permettent d'aider les gens à arrêter de fumer. Le soutien, ça peut être un soutien médical ou un soutien, on l'a dit, de la famille, des amis. Et puis il y a des traitements aussi qui existent, des substituts, des médicaments qui doublent les chances d'arrêter. Et puis toutes sortes d'autres méthodes dont on entend parler, l'hypnose, l'acupuncture. Alors ça, c'est des méthodes qui sont pas testées, enfin, qu'on arrive difficilement à tester scientifiquement, mais qui peuvent d'une façon individuelle aussi aider à passer ce cap difficile. Qui peuvent en tout cas pas faire de mal. Smira? Plus on est jeune, plus c'est facile finalement d'arrêter de fumer, parce que plus on fume longtemps, plus on devient dépendant et plus on ancre sa dépendance. Donc si les gens ont envie d'arrêter de fumer, et qui se sentent prêts, faites-le maintenant, faites-le avant de ressentir déjà les effets néfastes de la cigarette. D'accord. Qu'est-ce que vous retenez vous-même, vite, brièvement, de cette expérience du bar, justement, d'être allé à la rencontre de ces jeunes? Alors, moi, j'étais personnellement très heureuse de pouvoir avoir comme ça une image belle et dynamique de la prévention. C'était aussi faire un pied de nez à l'industrie du tabac qui fait des publicités avec des personnes jeunes, belles, qui fument. Et nous, on avait des personnes jeunes, belles, dynamiques qui ne fumaient pas. C'est très bien. Est-ce qu'on peut faire une dépression après avoir arrêté de fumer? Alors, un des symptômes de sevrage, enfin des signes de manque, peut se manifester par une dépression ou sans utiliser le mot dépression, par une humeur diminuée, on est un peu plus triste, on n'a pas trop le moral. Parce qu'en fait, il faut savoir que la cigarette est un antidépresseur, donc a un effet au niveau du cerveau et va agir au niveau cérébral, au niveau du mécanisme de la dépression. Donc ça, c'est quelque chose qui peut survenir, ça ne survient pas chez tout le monde, mais c'est quelque chose dont on doit être attentif à ça. Et généralement, c'est passager. Pour autant, bien sûr, là, on parle de personnes qui n'ont pas d'antécédents psychiatriques graves. D'accord. Peut-on nous laver les poumons en faisant du sport? Le sport, c'est bon pour la santé? Alors, le sport est bon pour la santé. Vraiment, je vous engage à faire du sport. Hein. Malheureusement, ça ne peut pas laver, ça ne peut pas enlever les effets néfastes de la cigarette, ça c'est sûr. Hein. Les jeunes qui font beaucoup de sport peuvent avoir un petit effet préventif comme ça. Ils auront moins tendance à commencer à fumer. Mais une fois qu'on fume, ça lave rien du tout, malheureusement. En tout cas, s'il y a une chose qui est sûre, c'est que j'arrêterai jamais la cigarette. Non, j'arrête. Non, et puis je sais que j'ai la volonté de pas arrêter. Hein, non. Déjà que ça a été galère de commencer. Nous arrivons lentement mais sûrement au terme de cette émission. La fumée ne va peut-être plus faire un tabac après avoir vu cette émission. Docteur Willy, 1 milliard de morts durant ce siècle, ce sont des prévisions alarmistes. Est-ce qu'on peut donner le conseil, là, ce soir ou aujourd'hui, pour abaisser ce nombre? La norme, longtemps, ça a été de fumer. Et il fallait plutôt sortir du restaurant pour ne pas fumer, ou on était peut-être vu différemment si on ne fumait pas. Je pense maintenant la norme de plus en plus doit être d'être non-fumeur. Et puis, je pense en parler autour de soi, puis être bien conscient aussi que le problème, il a tendance à diminuer chez nous, mais il est en augmentation dans les pays en voie de développement. Et ça, les cigarettiers le savent. Et peut-être s'intéresser aussi à ce qui se passe ailleurs, parce que c'est sûr que le problème se déplace en Afrique, le problème se déplace en Chine. Donc je pense que là, il va falloir aussi faire quelque chose. Ouais. Ivana Dugalic, qu'est-ce que vous faites quand vous rencontrez des copines, des copains qui fument? Est-ce qu'automatiquement vous avez un réflexe en disant il faudrait avoir pour arrêter? Non, c'est vrai que je ne leur fais pas
Des remontrances. Des grandes théories sur la morale de fumer, c'est pas bien. Non, mais c'est vrai que de temps en temps, je dis alors, c'est quand que tu arrêtes de fumer parce que c'est vrai qu'il faut quand même réfléchir aussi aux conséquences et que c'est quand même un risque de fumer. Donc c'est pas quelque chose qu'il faut passer aux oubliettes ou dire « Ah, mais j'ai le temps, j'arrêterai plus tard ». D'accord. Voilà. Sébira Gonzette, vous avez le truc infaillible? Oui, je sais plus où j'ai mis ma baguette magique. À la Harry Potter. Très bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Une émission que nous allons clore en musique. Mais avant cela, j'aimerais vous signaler que vous pouvez faire vos remarques, donner votre avis, vos commentaires sur cette émission en tapant www.tinergie.ch. Et justement, nous nous quittons en musique. Et je pense qu'il y aura également là derrière un clin d'œil à la cigarette avec Luca Paco. Un petit peu difficile à préciser qui est ce personnage. Moi, je le définirais comme un musico-étudiant prof qui a également son mot à dire sur la fumée. Ce fut un plaisir de partager ces quelques instants avec vous. À bientôt. Personne ne pourrait dire que c'est bon pour le porte-monnaie. Personne ne pourrait dire que c'est bon pour la santé. Mon argent, faut bien le dépenser. Oh maman, faudra bien crever. Ouais, mais je préfère mourir d'autre chose que de la fumée. Ouais, mais peut-être que je vais mourir d'autre chose que de la fumée.